Iyi ni radio Ijwi rya Rubanda. Qui cherche à tout prix à provoquer un génocide des Tutsis au Burundi. Et pourquoi? La presse propagandiste rwandaise au service des extrémistes Tutsis qui, depuis des années, mettent la région des Grands Lacs sens dessous, appelle aujourd'hui les Tutsis du Burundi à serrer les rangs et à haïr et combattre leurs concitoyens Hutus. Le 21 février 2016, le journal en ligne pro-gouvernemental rwandais igihe.com publia un article intitulé « La fâche cachée de la communauté internationale » dans lequel il annonce que, je cite, « Le génocide des Tutsis du Burundi arrive à sa phase critique ». Les auteurs vont jusqu'à affirmer, sans vergogne ni remords aucun, des contre-vérités du type, je cite, « La quasi-totalité des jeunes Tutsis entre 13 et 40 ans ont été atrocement exterminés dans tout le pays. » Fin de citation. Je cite encore, « Les fillettes Tutsi en bas âge sont régulièrement violées ainsi que leurs aînés et leurs mères, puis effroyablement torturées et assassinées. Les habitations des Tutsis en ville comme en campagne sont chaque jour incendiées avec le mobilier et les effets. » Fin de citation. Je cite encore, « Le cannibalisme Hutu qui se développe dans certains quartiers de Bujumbura, entre parenthèses Buyenzi 24e avenue, où un restaurant sert depuis des mois de la chair Tutsi, et peut-être dans le reste du pays. » Fin de citation. Je cite encore, « Des milliers de jeunes Tutsis ont disparu et continuent à disparaître chaque jour par centaines pour ne plus être retrouvés. Il est probable que les corps des suppliés sont répartis entre les fosses communes et les restaurants de la honte Hutu tenus par des Imbonerakure. » Fin de citation. Je cite encore, « Les assassinats d'opposants ou supposés tels, les viols sélectifs restés impunis des enfants, des écolières et des femmes Tutsi partout dans le pays, la confiscation des terres des Tutsis sans la moindre référence aux lois de la République, la corruption érigée en règle de gouvernement et dirigée subtilement contre les Tutsis et contre leur business, la destruction méthodique de l'activité d'élevage du bétail chez les Tutsis, les tracasseries administratives diverses, etc., seront le lot quotidien des Tutsis du Burundi jusqu'au paroxysme du génocide d'avril 2015. » Fin de citation. Je cite encore un autre passage. « Les Imbonerakure, après des mois d'exécution sommaire des jeunes Tutsis, de torture et de décapitation, d'émasculation, d'empalement des femmes, d'entassement des corps dans des charniers, d'incendie volontaire des habitations des Tutsis et de leurs effets, en sont aujourd'hui au charcutage des corps pour de copieux repas dans les restaurants spécialisés de la capitale et probablement dans les auberges du reste du pays. Le scandale a éclaté au grand jour dans un restaurant de Buyenzi 24e avenue ce vendredi 12 février 2015. Fin de citation. Ce sont là quelques extraits de l'article publié par des auteurs d'un extrémisme ahurissant et relayé par la presse des extrémistes Tutsis du Rwanda. Je ne lirai pas ici tout l'article. J'invite plutôt tout un chacun à le lire attentivement sur le site igihe.com pour se faire une idée de la mentalité et des méthodes des extrémistes pyromanes Tutsis dans la région. Considérant la gravité des accusations contenues dans cet article, publié par la presse de l'intouchable dictateur sanguinaire rwandais Paul Kagame, Radio Ijwi rya Rubanda a organisé le 26 février 2016 une émission débat au sujet de cet article d'un extrémisme provocateur incroyable. Nous allons maintenant écouter dans cette 5e partie de notre émission débat ce que pensent les participants sur l'ingérence des pays étrangers dans les problèmes actuels du Burundi. Merci beaucoup, Abbé Thomas Nahimana. Une dernière question, peut-être à Valence.
concernant les analyses faites antérieurement sur le cas du Burundi, où l'on disait que il y avait une main étrangère dans les problèmes que vivent les Burundis aujourd'hui, et que notamment les grandes puissances comme les États-Unis étaient fortement impliquées dans leur volonté de changer le régime au Burundi et d'éjecter le président Nkurunziza. C'est pas seulement les États-Unis, il y a l'Union européenne, en tête la Belgique, qui eux aussi étaient très acharnés et sont toujours contre le régime lui-même, et donc qui ont même fait des déclarations laissant croire qu'ils ne reculeront devant rien pour faire respecter ce qu'ils appellent les accords d'Arusha, et donc pour éjecter le président Nkurunziza. Nous avons parlé jusqu'ici de cet article dans lequel j'ai relevé qu'il faisait un amalgame et qu'il fustigeait tous les autres acteurs extérieurs, peut-être à dessein. Est-ce qu'il y a moyen de me dire comment vous entrevoyez ce qui se passe et comment la communauté internationale, comment les pays comme les États-Unis et ceux de l'Union africaine voient l'évolution de la situation au Burundi actuellement? Et je veux rappeler que pas plus tard qu'hier, l'ambassade des États-Unis au Burundi a confirmé que, en fait, pour eux, rien n'a changé dans leur position sur le Burundi, et que la situation actuelle au Burundi n'est qu'un résultat des problèmes internes du Burundi et qu'il n'y a aucune main extérieure dans cette crise. La parole est à vous, Valence. Merci, M. Siméon. Bon, d'abord, c'est un plaisir. Parce que je crois que sur le cas du Burundi, je crois, on avait eu une émission, j'avais eu à intervenir, je crois, avec Ambroise. Bon, ça fait longtemps, évidemment, sur Radio Ijwi Rwanda, mais on parlait entre autres du fait que les Burundais d'abord doivent tenir le destin de leur pays dans leurs mains. Je crois qu'on peut constater quand même que le gouvernement du Burundi et le peuple burundais tient jusqu'aujourd'hui le destin du pays qu'est le Burundi dans leurs mains. Malgré les vents, malgré l'acharnement qui s'est concentré sur eux pour essayer de détruire le pays. Et bon, c'est réconfortant parce que quand on discutait à ce moment, il y avait deux choses. Si vous permettez, je peux le rappeler, il y avait question du respect de la décision de la Cour constitutionnelle et l'obligation des acteurs internationaux, c'est-à-dire les États-Unis, l'Union européenne, tout le monde, l'obligation de respecter les décisions prises par un État souverain. Jusqu'aujourd'hui, le Burundi montre qu'il est vraiment prêt à défendre sa souveraineté, et ça, c'est réconfortant pour un pays indépendant. Et le fait que la population burundaise, en sa grande majorité, soutient son gouvernement, c'est réconfortant. Et il ne reste que à souhaiter que, évidemment, les voisins, les pays, tous les autres puissent soutenir ce peuple qui lutte, qui est prêt à tout, mais pour sauvegarder sa souveraineté. J'aime souvent me référer à certaines référence historique. J'ai devant moi le discours de Son Altesse le roi du Burundi en 63 lors de la création de l'Organisation de l'Unité africaine à Addis Abeba. Donc je l'ai parcouru, je l'ai lu, ça fait longtemps, mais là il paraît entre autres de la nécessité d'abord d'être indépendant et de lutter pour maintenir son indépendance. Pourquoi ça? Et on peut se souvenir quand même de l'histoire. Les assassinats des leaders des pays africains ont commencé, nous en avons vu beaucoup dans les années 60 avec Lumumba, mais concrètement pour le Burundi, avec l'assassinat du prince Louis Rwagasore, qui est le héros national du Burundi. Bon, je crois que ceux qui l'ont assassiné, ils l'ont assassiné parce qu'ils ont vu que c'était un mec qui était non seulement libre mais indépendant et qui comprenait réellement les enjeux de ce qui se passait au pays et qui voulait que le pays
se développe sans ce mythe dont j'ai parlé ultérieurement sur le mythe de la supériorité Tutsi sur les Hutus. Bon, on l'a tué, et puis on a tué au Burundi encore le leader Ngendandoumou en 65, ainsi de suite. Bon, donc tout ça là, c'est pour essayer, ceux qui le font, ceux qui orchestrent ces assassinats, jusqu'à Ndadaye et puis les Habyarimana, Cyprien, ainsi de suite, c'est pour essayer d'empêcher, non seulement d'empêcher, mais de provoquer. Notons que le prince Rwagaso, évidemment, n'était pas Hutu, mais c'était un de ces rares dirigeants qui était conscient de la nécessité de son pays d'avoir les deux peuples, les deux ethnies, se partager le pouvoir correctement. Hein. Il avait nommé à la présence de son parti, UPRONA. Donc c'était quand même quelqu'un qui suivait bien, qui concrètement observait bien ce qui se passait dans ce pays. Quand on regarde actuellement le gouvernement burundais, ayant l'appui de son peuple et étant bien soutenu par son armée, je crois qu'il doit bien être, et on peut quand même être fier, le reconnaître qu'il est, jusqu'aujourd'hui, il a montré que les acteurs internationaux qui veulent réellement voir ce qui se passe, il y a ceux qui vont là-bas, ceux qui parviennent à observer, à voir maintenant les preuves que le gouvernement a dans ses mains, les présente, et on voit quand même qu'il y a un certain changement. Mais encore une fois, je dois insister, on avait dit ça il y a, je crois, plus de 8 mois de cela, on doit insister sur la nécessité et la compréhension que d'abord les Burundais détiennent en leur main le destin de leur pays. Donc c'est à eux qu'il revient de se défendre et d'être sûr que leur pays reste sur les bons rails, sur les rails. Et je soutiens, j'encourage le gouvernement du Burundi à suivre et à maintenir le cap, à maintenir le cap et à résister à tous ceux qui essayent de l'empêcher d'aller de l'avant. Je crois que ici je peux, si je n'ai pas bien suivi, si j'ai bien répondu à ta question, à votre question, je ne sais pas, mais vous pouvez toujours insister pour que je puisse répondre. Pour que je puisse encore répondre à cette question. Merci. Merci beaucoup pour votre intervention. Peut-être Jean Monana pourra aussi essayer de donner son point de vue sur cet aspect concernant les interventions ou les ingérences extérieures dans la crise burundaise. Jean Monana. Oui, merci Simon de me redonner la parole. Vous savez, quand cette crise burundaise elle a commencé, nous avons été parmi les premiers, en tout cas dans la sphère rwandaise, ici en Europe, à directement voir l'ingérence de notre pays dans cette crise. Et justement, à cette occasion, je pense que j'avais eu un débat avec un ami qui est burundais, et avec qui on voyait pas forcément les choses de la même façon. Aujourd'hui, j'espère de tout cœur qu'il aura peut-être le courage de venir un jour discuter de cela pour que les gens puissent suivre notre discussion, ce débat. Parce que à cette époque-là, pour moi, je pensais très sincèrement que le Rwanda, via justement le pouvoir en place, avait l'intention d'intervenir au Burundi. Pourquoi? Parce que l'idéologie qu'ils ont utilisée pour acquérir le pouvoir, ils voulaient faire la même chose au Burundi. Donc ça veut dire non seulement avoir les 26 000 km² du Rwanda, mais aussi avoir le Burundi dans leurs tentacules. Donc pour moi, l'intervention du Rwanda avait une finalité, c'est de toujours mettre à la tête une petite minorité des gens, c'est pas forcément tous les Tutsis, mais c'est vraiment une minorité des extrémistes qui veulent toujours garder le pouvoir en faisant en sorte que tous les autres, à savoir les Hutus, se sentent coupables, se sentent humiliés pour un génocide soi-disant dont ils seraient responsables. Tout à l'heure, vous parlierez, oh là, j'ai du mal à parler le français maintenant. Vous étiez en train de parler de votre
discussion, en fait, de la réponse de l'ambassadeur du Burundi à Bruxelles. Et moi, j'ai trouvé extraordinaire la réponse qu'il vous a donnée, à savoir, oui, mais il n'y aura jamais de génocide au Burundi, on va faire tout pour éviter. Mais moi, j'ai envie de lui répondre, vous savez, à aucun moment, un dirigeant, aussi intelligent qu'il soit, il va dire, ah, mais il va y avoir un génocide dans notre pays. Et ça, c'est du bon sens, il va jamais le dire. Mais par contre, moi, juste un conseil que je peux lui donner, c'est de dire qu'il faut regarder au Rwanda ce qui s'est passé. Au Rwanda, on n'a jamais dit qu'il y avait un génocide au Rwanda avant. En tout cas, les dirigeants n'ont jamais affirmé qu'il y a un génocide au Rwanda. Mais cela n'a pas empêché, justement, les fouteurs de troubles de trouver des idées, de trouver des astuces pour venir attaquer le pays. Et ça s'est vu au Rwanda. Et justement, le Burundi doit mettre en œuvre une politique qui va consister justement à contrecaler cette politique qui demain peut s'avérer très dangereuse pour le peuple burundais. Ce que moi je peux rajouter, c'est en Kinyarwanda on dit oui disagateba ayorivu. Je sais pas comment si vous pouvez le traduire en français, vous le ferez. En tout cas, si la personne n'a pas réagi à temps, eh bien elle subira les conséquences. Pour moi, je pense que la diplomatie burundaise, depuis l'assassinat de Ntaryamira, Cyprien Ntaryamira, avec justement Habyarimana, lors dans l'avion qui a été abattu par le FPR, mais ils n'ont pas agi rapidement pour dénoncer ce crime. Aujourd'hui, en tout cas, à ma connaissance, les instances burundaises n'ont pas porté accusation, ou en tout cas, du moins si ça a été fait, je ne suis pas au courant, mais en tout cas, ils n'ont pas cherché, n'ont pas poursuivi, n'ont pas voulu que la personne qui a abattu l'avion, qui comportait, le président du Burundi à l'époque, soit trouvé, soit dénoncé. Et du coup, ils se retrouvent aujourd'hui être en train d'accuser d'un génocide, alors que les gens qui les accusent sont, en tout cas, sans le moindre ombre d'un doute, les mêmes qui ont abattu le président, leur président. Donc, aujourd'hui, peut-être qu'il serait trop tard de commencer, mais il n'est jamais trop tard, mais il serait temps, en tout cas, que la diplomatie burundaise déjà commence à demander qui a abattu le président, enfin l'avion qui transportait le président, leur président, à savoir Cyprien Ntaryamira, et à partir de là, on va pouvoir trouver des responsabilités, parce que dès l'instant où on cherche pas le problème à la source, eh bien, c'est comme construire une maison sur le sable. À un moment donné, la maison est finie par s'écrouler. Donc, je pense qu'il ne suffit pas de rester là à dire oui, mais il n'y a pas de génocide chez nous. Il faut vraiment mettre en place une stratégie de communication. Et, en tout cas, faire du lobbying auprès de cette communauté internationale dont tout le monde parle, pour que justement les auteurs de ces crimes soient dénoncés et soient trouvés. Et j'ose sincèrement, de tout cœur, espérer qu'un jour, on mettra la lumière sur cet attentat qui, pour moi, est l'amorce de tous ces événements qui sont en train de se passer dans la région. Autre chose, c'est concernant donc le conseil à donner aux Burundais. Oui, c'est ce que je viens de dire. Sinon, je pense que nous, Rwandais et le peuple burundais, je pense qu'il faut vraiment trouver un moyen pour contrer ce pouvoir, cette oligarchie qui est en train de plonger nos pays respectifs dans une impasse dans laquelle on ne pourra jamais se sortir. Je pense que c'est mon intervention pour l'instant. Merci beaucoup. C'est ici la fin de la 5e partie de notre émission consacrée à l'article intitulé « La fâche cachée de la communauté internationale » paru sur le site pro-gouvernemental rwandais igihe.com. Iyi ni radio Ijwi rya Rubanda.